de la porte 15. Donc je suis chargé de modérer ce panel. Nous avons sur cette table aussi 3 autres fellows qui vont faire des présentations sur différents domaines. Donc la première présentation sera faite par Abdoulou de Énergie, mais qui est aussi de la porte 16. La deuxième présentation sera faite par Fanta Diallo de Sénégalais Green, qui est aussi de la porte 16. Et la dernière présentation sera faite par M. Major Fall. Et en parlant d'entrepreneuriat aussi, je pense que l'entrepreneuriat a une définition bien précise. Je n'ai pas l'intention également de comprendre ce qui est parfaitement entrepreneuriat, mais pour moi, c'est quelque chose qui suscite un peu la création d'emplois, la création de richesses. Mais pour moi, étant dans un pays en développement, l'entrepreneuriat aussi peut être vu autrement, c'est-à-dire donc où on peut promouvoir un autre type d'entrepreneuriat qui est donc, disons, un entrepreneuriat social qui ne vise pas forcément la création de richesses, mais quand même la promotion, une promotion assez sociale ou en tout cas un cadre de vie qui est très propice. Je me pose la question aussi à savoir, est-ce qu'en parlant d'énergie renouvelable, pour nous, c'est une nécessité parce qu'on a des énergies renouvelables. Énergie tout pour suffire, mais peut-être il y a un contexte qui suscite aussi les énergies renouvelables. Et je le focalise en Afrique ou particulièrement au Sénégal. Et pour moi aussi, il est important de voir la place qu'occupent les énergies renouvelables. Parce que si nous voulons imputer notre entrepreneuriat aux énergies renouvelables, il faudrait qu'on puisse savoir aussi quelle est la part de ces énergies renouvelables dans le contexte où nous vivons. Donc j'ai juste essayé de voir, en tout cas dans le contexte sénégalais où nous vivons, vraiment quels sont les risques ou en tout cas quelles peuvent être des opportunités assez adaptées pour ne pas parler de ce qui se fait ailleurs. Et je dis qu'il y a quand même matière à développer, même s'il y a des contraintes. Entre autres, il faudrait qu'on puisse aussi ensemble y réfléchir pour apporter des solutions. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et ces contraintes d'ordre politique, peut-être on peut ne pas avoir la maîtrise dont on doit y contribuer. Ça, c'est des décisions, mais aussi c'est en termes de transfert de technologie, parce que ça pose problème. Le financement aussi, l'accompagnement, et bon, la connaissance qui fait que les gens choisissent les technologies les plus faciles à utiliser. Bon, l'instant des choses, c'est de temps en temps. Quelle est vraiment la position que nous devons adopter par rapport à certains choix que nous faisons? Donc voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. On nous dit, n'utilisez pas les énergies fossiles si c'est pas bon, mais allez-y vers les énergies renouvelables. Et en même temps, on sait que ces énergies renouvelables ont un coût exorbitant pour nous. Alors ne faudrait-il pas opter pour une double planification? C'est-à-dire que nous avons des besoins quand même d'investissement impérieux si nous voulons maîtriser notre économie, parce qu'il faudra passer par une industrialisation mais rapide. Mais ça nécessite donc l'utilisation des ressources fossiles que nous avons. Mais en même temps, il faut effectivement, dans l'autre forme de planification, investir à petite échelle sur l'utilisation de technologies aidant, mais les énergies renouvelables pour être plus autonomes, au moins si c'est un type de consommation. Par exemple, vous libérez un peu du diktat des opérateurs en matière d'électricité et d'énergie renouvelable, par exemple. Donc je pense que la question c'est vous, pensez-vous qu'on devrait réellement donc fermer un peu la porte aux opportunités des énergies fossiles et nous consacrer davantage sur l'énergie renouvelable, ou plutôt il faut vraiment prendre en compte les deux? Est-ce que le financement constitue un obstacle à l'entrepreneuriat jeune? Bon, je vais démarrer, moi je suis dans un texte, et non pas une illustration de PowerPoint. Le Sénégal manque de projets bancables. Telle est la déclaration du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne.
lors d'une rencontre au courant de ce mois. Cette rencontre de livres donc vient à point et la question à laquelle nous devons répondre est d'actualité. Le financement est-il le seul obstacle pour l'entrepreneur jeune au Sénégal? Cette question, elle m'intéresse particulièrement, même si moi, personnellement, je n'ai pas eu le courage d'entreprendre ou de mettre en place une entreprise, parce que aujourd'hui, ce que l'IT a su développer en moi, c'est la perception, la prise de conscience du rôle qu'on se devait de jouer vis-à-vis de nos jeunes frères. Je rappelais souvent que le PDP, le plan de développement personnel, a longuement influencé tout ce que j'ai fait durant ces 5-6 dernières années. Avoir une responsabilité politique, être en mesure d'influencer, mais que faire? Comment accompagner? Quand aujourd'hui on vous dit tous les jours des milliers de jeunes, rien que durant la semaine passée, ont été repêchés dans les côtes de l'Atlantique en essayant de traverser, en essayant de rejoindre ce qu'ils pensent être l'Eldorado au niveau de l'Europe. Ces gens, en partant, ils ont une liste de départ de 1,5 million, 2 millions, 3 millions, ça dépend du fournisseur, ça dépend du pourvoyeur. Quelles possibilités leur sont offertes aujourd'hui dans notre pays avec ces 3 millions qui puissent réussir? Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire avec les Sénégalais, c'est de montrer à ces jeunes qu'avec ces 3 millions, qu'avec ces 1,5 million qu'ils investissent pour quitter ce pays-là, ils peuvent réussir dans ce Sénégal. Ils peuvent être en mesure d'innover, ils peuvent être en mesure de vivre décemment. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous pousse à tenter de les accompagner dans ce désir d'entreprendre, dans ce désir de mettre en œuvre une entreprise. Je vois mon ami Elhadji Gaye, qui essaie de se cacher tout au loin, qui est le responsable des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs du Sénégal, qui a mis en place une structure qui les accompagne, qui les guide et qui leur montre toutes les possibilités qu'ils ont. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de parcourir. Parce que comme je vous ai dit, nous n'avons personnellement pas le courage d'entreprendre, mais nous avons le courage de démontrer à nos frères et sœurs, encore dans les établissements, dans le primaire, dans le secondaire, qu'ils peuvent réussir dans ce pays-là, qu'ils peuvent être issus du système éducatif sénégalais et réussir. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi nous invitons tous les jeunes Sénégalais, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, quel que soit le désespoir dans lequel ils sont, ils ne peuvent pas se décourager parce que tous ceux qui sont derrière nous, nos jeunes frères qui sont dans les grèves incessantes, nos jeunes frères qui sont dans le système éducatif, ils pensent que ce pays-là n'a aucune perspective. Ils nous regardent, ils nous observent et c'est à nous de leur assurer ce souffle, c'est à nous de les accompagner, c'est à nous de leur prouver qu'ils peuvent réussir. Ce que moi je n'ose pas faire en entrepreneur, car n'ayant pas le rendre là, on peut me glorifier que des jeunes sœurs sont en train de faire du pavé. Je peux me glorifier que Mabra Etienne aujourd'hui a eu le prix L'Oréal dans la création de cosmétiques. Je peux me glorifier à chaque fois que je vois des Sénégalais, que je ne connais, que je ne les connaisse pas, mais juste les voir être Sénégalais, faire du made in Sénégal. Partout où j'irai, je pourrais les promouvoir. Partout où ils iraient, je pourrais voir leurs idées. Partout où j'irai, je pourrais saluer leurs initiatives. Et c'est comme ça seulement que nous pourrons nous développer. Si nous croyons en nous, si nous croyons en nous d'accompagner nos jeunes frères et sœurs. Aujourd'hui, je pense que des exemples sont là. Abdoulaye pourra prendre la parole tout à l'heure. Sobengom pourra prendre la parole tout à l'heure pour dire comment eux, qui ont osé entreprendre, font pour accompagner ces jeunes-là. Cette question m'a plu parce que le financement ne doit pas être le seul frein. Je disais lors de l'émission en inbox, le politique qui ne peut plus faire rêver doit se faire la politique. Quand le ministre nous dit que nous n'avons pas de projet bancal, il ne nous fait pas rêver. Il faut que nous vivions notre rêve. C'est la raison pour laquelle nous vivons le sénégalisme. Avec ce que nous avons, avec ce que la vie nous donne. Mais au Sénégal, il faut que ce souffle-là, tous les jeunes leaders qui sont là, puissent l'insuffler à nos jeunes frères, puissent leur faire croire que ce pays-là, nous devons de le construire. Parce que moi, je crois au Sénégal, je crois à son développement, je crois à ses possibilités, et je crois en l'Afrique principalement. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Pour moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat en soi peut parfaitement exploiter le potentiel africain. Occupant une place de plus en plus grandissante en Afrique, il peut s'avérer être le moteur même du développement africain si les moyens sont mis en place pour le promouvoir et le soutenir. Réduire le chômage, éliminer la pauvreté, relancer le secteur privé et booster la croissance, tels sont les avantages que l'entrepreneuriat peut
continent africain. Dans ce sens, pour moi, il est important que les jeunes Sénégalais soient conscients de leurs compétences et de leur capacité à mener leur projet à bien, qu'ils puissent être en mesure de bénéficier du soutien social des familles, parce que les entrepreneurs l'ont montré et l'ont démontré encore, le soutien familial est extrêmement important dans la réussite des projets. Et aujourd'hui, il faut que tous ensemble, nous soyons en mesure de vivre notre Sénégalais dream, parce que c'est ça que nous avons en commun. Je vous remercie. C'est vrai qu'on parle d'entrepreneuriat jeune, mais est-ce que le curriculum de formation qui existe au niveau de nos écoles favorise vraiment cet entrepreneuriat des jeunes? Parce qu'il n'est pas entrepreneur qui veut. On ne peut pas se lever du tic au tac, être financé et puis dire que je suis entrepreneur. Ça ne marche pas. And then for Farka and the third presenter, you seem to just talk on only the challenges. And you were not specific as to solutions that will address these challenges. Il voit que ta présentation est axée sur les contraintes, sur les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes, et il n'a pas vu de solution, tu n'as pas parlé de solution qui puisse répondre à ces obstacles. Aujourd'hui, il y a pas mal de grâce, il y a pas mal de financement, mais personne n'est au courant. Seuls ceux qui sont dans le système sont au courant. Donc ça aussi, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et pour nous autres qui travaillons dans l'agriculture, il y a le problème de l'accaparement des terres. On a de quoi financer nos projets, mais on n'a pas de terre et on ne peut pas louer. L'autonomisation des femmes est la voie la plus sûre vers la sécurité alimentaire. Donc quand on parle d'assurer la sécurité alimentaire, ça veut dire qu'on a éradiqué la pauvreté, on a réussi à répartir l'insécurité alimentaire. Je pense qu'il est bon qu'on conséquence sur une définition de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est assurée selon une définition de la FAO depuis 1992 au sommet mondial sur l'alimentation comme étant assurée dans toutes les personnes au même temps. Ça c'est important de dire. Donc économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre, nutritive, qui permet de satisfaire les besoins et de faire alimentaire. Je pense que dans cette définition, tous les termes ont leur sens. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend un derrière et qu'on lui donne pas un pouce-pouce, c'est sûr qu'on lui donne à manger, mais ce n'est pas évident qu'on lui assure sa sécurité alimentaire. Donc, les préférences alimentaires, nos ressources en fait partie, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'aller dans cette définition de la sécurité alimentaire, c'est faire allusion au concept de vulnérabilité. Et la vulnérabilité consiste tout simplement à une incapacité pour certains ménages ou des communautés à s'adapter aux difficultés, au stress et aux crises auxquelles ces communautés sont exposées. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de vulnérabilité, on fait allusion aux ménages. C'est parce que quelque part aussi, on fait allusion à la femme. Parce que c'est les femmes qui gèrent les ménages dans nos sociétés. Même si c'est l'homme qui finance l'alimentation, mais c'est la femme qui gère la consommation du ménage. Sur ce slide, je vais essayer de démontrer en quoi les femmes constituent un peu ce qu'on pourrait appeler les chevaliers de la sécurité alimentaire. Parce qu'en Afrique, on a dit les agents économiques. Les femmes constituent des agents économiques présidentiels. À la bataille qui a présenté sur l'entrepreneuriat. Vous allez aujourd'hui à la FIARA, qui est en fait une de notre système de production agricole au Sénégal. Dans tous les stands, vous verrez que les acteurs économiques qui sont pour cette transformation-là, ce sont les femmes. Là, c'est important de possibilité. Donc, ça veut dire tout simplement que les politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle tiennent compte de la femme et de la dimension de genre d'une manière générale. Et on voit sur le terrain que si les hommes généralement occupent ce qu'on appelle du point de vue agronomique les grandes cultures, notamment la production de riz, de céréales et autres, on voit que les femmes sont souvent concentrées dans de petits bas-fonds. Et souvent, ça pose un problème d'accès à des terres fertiles pour l'agriculture et autres. Donc, les femmes dans l'UDVA réalisent la bonne partie aussi de la transformation. Je pense que ça, j'ai bien dit tout à l'heure avec les dissertations latérales. Donc, même si ce sont les hommes qui produisent les céréales, mais la transformation revient en grande partie aux femmes. On voit également dans la spécialisation du travail de la terre que ce
sont des femmes qui sont sur des systèmes de production maraîchère. Parce que quand on fait des planches maraîchères, ce sont des femmes qu'on retrouve souvent. Et on a vu même qu'avec l'expérience de culture avec la FAO, la suffisance, ce sont les femmes qui sont les plus ciblées pour cette promotion. On voit également que ce sont les femmes qui restent à la maison, qui préparent la nourriture pour les enfants. On voit également dans certaines zones, dans certains milieux, comme j'ai dit, quand la femme va en mariage, on lui donne un petit détail. Donc je pense que tout ça nous amène à dire, parce qu'il y a 3 indicateurs sur lesquels on travaille dans le domaine de la sécurité alimentaire. C'est ce qu'on appelle bien le sport de consommation. Combien de repas par jour les ménages consomment? C'est la diversification, c'est-à-dire que les aliments, on les classe en aliments riches en protéines, en lipides, ainsi de suite. Donc on essaie de voir la diversification même de la consommation du ménage. Mais il y a un 3e indicateur que je vais revenir sur comment le ménage fait face et le rôle stratégique pour qu'elle fasse à une crise. Donc tout ça veut dire tout simplement que les femmes jouent un rôle important dans la consommation, dans la sécurité alimentaire, d'autant plus que ces femmes, à travers leurs actions sur le sport de consommation, le fait d'assurer les repas, sur la diversification des aliments, sur les stratégies qui sont développées pour permettre aux ménages de faire face à l'insécurité alimentaire. Donc les femmes contribuent à assurer un peu le déroulement des indicateurs de sécurité alimentaire. L'enjeu, comme nous l'avons dit, c'est au niveau rural. C'est le paysan qui nourrit la ville. C'est une association de droits sénégalais qui regroupe des jeunes, j'allais dire, toutes les couches socio-professionnelles. À l'île Sénégal, nous avons des médecins, nous avons des enseignants, nous avons des juristes, des environnementalistes, des agriculteurs, j'allais dire. Disons, ce sont tous ces jeunes-là unis par une même vision. C'est là d'aider les autres Sénégalais jeunes à contribuer à dans le développement durable, mais également à la lutte contre les inégalités sociales. Cela à travers le leadership de type nouveau. Ces jeunes ici présents sont venus pour apporter un sang neuf à l'île Sénégal, mais aussi un esprit neuf, disons un esprit renouvelé, un leadership renouvelé, un leadership renforcé, un leadership fortifié. Donc c'est avec honneur et plaisir que nous vous présentons la cohorte 0 de l'île Sénégal, qui sont ces nouveaux jeunes qui sont venus nous rejoindre pour renforcer l'association l'île Sénégal et nous permettre d'être ces acteurs, ce creuset d'acteurs de changement que nous avons toujours été. Moi je m'appelle Seynabou Sindiaye, je suis doctorante en sociologie, membre de l'île Sénégal. Je vais laisser à chacun d'entre eux ici le soin de se présenter, de dire son nom et ce qu'il fait. Et ensuite, ils auront un porte-parole du jour, si je ne m'abuse, qui va délivrer un petit message en leur nom. Je vous remercie. Mon nom c'est Pablo Soane, je suis journaliste de formation. Moi je suis Oumar Diop, je suis contrôleur de poste. Merci. C'est Habiba, je suis le chargé de programme à Indapronet. Je m'appelle Pissanero, je suis juriste de formation. Je m'appelle Moulfa, je suis chercheur à l'école polytechnique de Thiès, notamment dans le domaine des bioénergies. Moi, je m'appelle Ababacar Sadir Diaw, je suis chercheur à l'école polytechnique de Thiès dans le domaine des efficaces énergétiques. Merci. Je m'appelle Pam Diakhaté, je suis ingénieur des travaux agronomes, je suis également chercheur à l'école polytechnique de Thiès dans le domaine de l'énergie. Je m'appelle Ibrahim Kassis, je suis journaliste, blogueur, activiste de l'environnement. Merci. Moi je m'appelle Marie-Pauline Mendy, je suis environnementaliste, membre de la cohorte. De la cohorte 15. Également, une initiative que nous avons formellement avec d'autres amis, c'est une gouvernance stratégique pour l'Afrique. Je fais partie de la cohorte 15 de l'ID. Cette cohorte est sortie en 2010-2011. Elle avait pour mentor le feu le juge Kébabaye. Que j'ai accompli, c'est qu'on partage aussi.
formation, peut-être que je peux juste citer à titre d'exemple, il y en a beaucoup d'autres. Je me suis mis à investir dans l'agriculture. Je suis géologue, ingénieur géologue, c'est ma formation de base, mais je me suis intéressé à l'agriculture parce qu'avec lui, on acquiert d'énormes quantités d'informations, on commence à percevoir des opportunités d'affaires qui ne s'offraient pas à notre perception. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé à l'agriculture et j'ai commencé à investir dans cette filière. Et par exemple, ce que je peux vous donner comme innovation, au lieu d'avoir des employés ou des ouvriers agricoles, mes employés sont des actionnaires, donc des coopérateurs. Ils ont 30% de tout ce qu'on produit, ils sont aussi responsables. Nous allons procéder à la signature des conventions de partenariat de partenaires qui sont aujourd'hui représentés ici. À ma droite, mon cher ami François, conseil spécial, chef de protocole, et la liste continue à 12. Donc il représente Cetoussa, le directeur général de l'État d'énergie, et également Matar Stella, qui est le coordonnateur national du programme national de la Sénégal. Tous les deux sont des membres de l'île Sénégal et des collègues au niveau de On connaissait son liste de sacrifices et tout ce qu'il fait dans la vie. Donc je ne saurais terminer sans remercier très sincèrement l'île Sénégal qui a bien voulu penser au tableau feu Capitaine Bendiaye et de l'honorer devant cette manifestation. Nous avons une grande annonce à faire. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les enfants du Capitaine Bendiaye sont accueillis dans l'association l'île Sénégal. Et comme je voulais cheminer dans le leadership, à partir d'un certain moment, j'ai pris la décision de quitter l'État. Et en quittant l'État, donc j'avais reçu une bourse d'une organisation qui s'appelle Ashoka. Peut-être que le Sénégal connaît bien Ashoka. Et je suis avec Ashoka la première femme entrepreneur sociale donc, au niveau du Sénégal. Parce que j'avais une idée. Donc l'idée c'est de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de femmes leaders et que ces femmes leaders soient actrices de changement au niveau de leur communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'avec l'île Sénégal, on va cheminer ensemble parce que le champ du leadership est vaste. Et je pense que solidairement, on peut faire beaucoup de choses pour avancer le Sénégal vers un développement, surtout pour la promotion des droits humains, parce qu'en tant que femme, on y tient beaucoup, mais aussi pour cheminer vers un développement équitable et durable. Merci. Merci d'avoir accepté d'être parrain, mentor, c'est déjà encore. Les mots me manquent, donc nous avons beaucoup de qualificatifs à vous donner, tels que M. Diop le faisait non seulement pour le Sénégal, mais toute la Sénégal. Donc aujourd'hui, je m'en vais rapidement. Donc l'équipe de com a concocté un questionnaire. Donc on va faire une interview pour voir M. Diop, qu'est-ce qui fait de lui un leader. Juste pour l'anecdote, on avait une liste de personnes à choisir donc sur la liste des nominés. Et véritablement, M. Diop fait partie de l'une des personnes qui, incontestablement, à chaque fois que je disais on a choisi 3 personnes dont M. Diop les gens disaient absolument, il mérite d'être reconnu par le Sénégal. M. Diop, pour ce travail que vous accomplissez depuis longtemps, soyez remerciés. Merci à vous. Merci à vous, merci à lui, merci à tous les amis qui sont ici présents. Parfois, je me suis posé la question, parce que ces derniers mois, est-ce que vous ne vous étiez pas trompé de personne? D'abord, quand on parle de moi, effectivement, moi je ne me reconnais pas, mais surtout à côté du capitaine Bendiaye.
une de mes amies diplomates suisses m'a parlé un jour, elle ne connaissait pas vraiment le Sénégal, elle y a passé 4 ans et avant de partir, elle m'a dit je sais ce que tu as fait pour ce pays, mais je ne serai satisfaite que lorsque tu auras posé un acte fort pour le capitaine Mbengue. Et depuis des mois, j'ai réfléchi, et bravo à Ali pour m'avoir devancé. Merci. Merci à vous, monsieur. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il s'est posé un problème de choix au moment où nous étions là, entre jeunes, en train de décider de dire est-ce que nous devrions montrer au Sénégal, aux Sénégalais et à l'international comme modèle de référence. Donc, à la fin de la journée, on a choisi 3 personnes parce qu'il était difficile de décider entre le capitaine Mbengue, M. Amadou Diaw et Mme Nessa. Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous. On va y aller rapidement pour l'interview que nous avons concoctée pour vous. Non préparé, je n'ai pas vu les questions, je ne sais pas ce qui va être demandé. Allez-y, dis-moi. D'accord. Alors, ce sera principalement axé sur le leadership, secteur universitaire, post-universitaire. Avec le recul, quelle appréciation faites-vous du leadership en Afrique? Alors, une petite précision, nous ne sommes pas sur le poste universitaire, le groupe commence de la maternelle au doctorat. Le leadership, à mon avis, nous l'enseignons, et je suis convaincu, je fais partie de ceux qui disent que ce n'est pas quelque chose d'inné. On peut vivre dans un environnement où on est préparé à une culture du leadership, mais il y a une formation. La formation au leadership, nous en avons fait notre mission sur le supérieur, mais à mon avis, il faut vacciner très tôt les enfants à cela, au leadership. Et au-delà du leadership, derrière ce leadership, pour notre continent, dans ce vaccin leadership, mettons une forte dose d'éthique. Voilà ce que je voulais dire. Il y a quelques années, je racontais une rencontre qui se déroule tous les ans à Boston, aux États-Unis. Il y a 1500 Africains. Il y avait une centaine de francophones. Et arrivé là, on a une sorte de vague. Je disais donc que dans cette rencontre qui se déroule à Boston, 1400 anglophones, et on voit cette force, une sorte de vague qui déferle sur le continent, qui se bat pour le continent africain. Et j'étais impressionné. 1400 personnes, je n'en connaissais pas une. Et ces 1400 personnes œuvraient pour le continent africain. Une centaine de francophones. C'était il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, mon jugement a évolué. Je rencontre des francophones venant de partout qui font. Et la séance d'aujourd'hui en est une preuve vivante. J'ai dit à mon voisin, nous avons une population saine autour de nous. Il y a un esprit sain, il y a quelque chose de positif, de frais, de vivant qui est là. Et ça fait du bien. Et donc, véritablement, sur le continent africain, il y a cette vague qui discrètement évolue. Binda, j'ai googlé avant de venir. J'ai essayé de voir qui était Binda Sarr. Et si notre pays regorge de Binda Sarr, si le continent regorge de personnes comme ça, je dis oui, il y a un leadership. Et c'est ce qui nous donne des raisons d'espérer. Et j'y crois profondément. Chaque fois que je rencontre des jeunes, dans leurs yeux, je lis véritablement l'Afrique de demain. Et oui, j'y crois. Moi, j'y crois. Et c'est mon combat tous les jours. Au-delà des décideurs politiques, M. Diaw, le continent veut un type de leader capable de porter les... J'ai une des Fanta, j'ai ma soeur Ngoné. Donc je vais être sage vis-à-vis des politiciens. Fanta, vous avez dit quand vous avez critiqué, quand vous avez fait cette observation, c'est parce que vous avez dit la vérité. Je connais Ngoné, on a partagé des moments forts. Il faut que dans le milieu politique, la vérité prenne le dessus sur le théâtral. La vérité doit prendre le dessus sur la comédie. Nous avons connu nos grands-parents politiciens, mais tout est basé autour de la vérité. Il faut que cela revienne. Et c'est un combat. Fanta, vous ne pourrez pas le mener seul. Il faut qu'il y ait beaucoup d'autres jeunes. Nous nous sommes mis en marche, nous avons tort, nous avons échoué. Mais dans votre génération, cette jeunesse n'a pas le choix.
vous êtes obligé de poser des actes politiques forts. Et ce que vous avez fait par cette petite phrase, décrivant véritablement le comportement du Sénégalais de la diaspora, vous avez osé. Mais c'est une vérité. Et poursuivez en ce sens. Merci. Donc il y a un leadership, il y a un leadership politique, mais il y a une somme d'activités, d'actions menées comme celle que vous menez, vous au niveau de l'île. Je ne sais pas si vous mesurez l'impact de cette vague. Vous parfumez le monde. Merci. Merci à vous. Quels sont selon vous les secteurs dans lesquels les États africains, dont le Sénégal, doivent investir et accompagner pour puisse être compétitifs? Vous dirigez le Sénégal à une ressource, une seule ressource. On n'a pas autre chose. Nous ne l'aurons pas. Ce sont des hommes. On connaît notre histoire, les gens sont venus étudier à Rufisque, à Gorée, à Saint-Louis, à Dakar au début du siècle. Et si aujourd'hui on parle du Sénégal, ce petit pays, si on en parle dans le monde entier, c'est parce que les gens sont venus prendre le savoir. Et le savoir est encore là. Nous sommes forts avec, avant que nous avons travaillé sur cette question, nous sommes forts pour l'autoflagellation. L'université de Dakar est la première en Afrique francophone. Nous tous ici, nous devons dans la rue dire que nous avons le meilleur système d'enseignement supérieur en Afrique francophone. Ça n'est pas né hier, c'est une richesse. Personne n'en est conscient parce qu'on ne voit que les grèves. Il y a des menaces. Le Burkina nous a commencé l'année dernière, a fait un saut. Mais je n'ai aucun doute, c'est notre richesse de l'éducation. Maintenant, les hommes politiques, criez haut et fort que c'est ça que nous avons. Ce sont des hommes que nous avons, ce sont des hommes que nous sommes en mesure de présenter au monde. Quel est le pays qui peut lister le nombre de patrons d'organismes des Nations Unies qu'il a eu et qui peut rattraper le Sénégal? Jacques Diouf, Mokhtar Mbow, ceux qui ont été les secrétaires généraux adjoints, etc., etc. Je ne connais pas beaucoup de pays dans le monde qui peuvent vous sortir de telles listes. C'est notre richesse. C'est à nous de le dire. C'est cela qu'il faut mettre dans les journaux tous les matins, au lieu de parler de viol, de patati, de patata, de patata. C'est ça la vérité, c'est notre force. Soyons fiers des Sénégalais qui ont réussi. Exposons-les au monde. L'histoire de l'ISM, j'ai quelques étudiants dans la salle. Lorsqu'à la première promotion, nous avons donné le nom du général Jean-Alfred Diallo. Plus personne ne connaissait cet homme. Ça avait été le premier chef d'état-major du pays. Oublié, on l'a sorti. Deuxième promotion, Amadou Mokhtar Mbow. On l'avait mis au frigo. Aujourd'hui, tout le monde en parle. On a été chercher Mamadou Touré, Baba Garnier. Personne ne les connaissait plus. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on les a sortis de là aussi. Soyons fiers de ce que nous avons. Soyons fiers des vieux. Soyons fiers des vieux. C'est un combat, c'est un cri du cœur. Je suis fier de mon pays. Il est riche. Il a sa force. Je fais partie de cette génération qui a combattu le président Senghor et qui, bien après, a dû reconnaître qu'il avait quand même une forme de vision. Elle est là. Il a su exposer ce petit pays qui, à ce moment, avait entre 3, 5, 6, 7 millions d'habitants. Et donc, on parlait partout dans le monde. Quand on passe d'un Africain, il vous parle du Sénégal. C'est quoi ce petit pays de rien du tout? Ce sont ces hommes. C'est notre richesse. Aux gouvernants, au système économique, aux dirigeants, aux faiseurs de l'économie, de montrer ce que nous avons. C'est le seul pays qui puisse capter autant d'Africains qui aujourd'hui viennent étudier. C'est une force économique. C'est un pays qui a près de 150 écoles privées. C'est un pays qui a ses universités. C'est notre fortune, c'est notre richesse. Soyons fiers de cela. Je ne demande la charité à personne. Nous avons travaillé pendant près de 25 ans. Je n'ai jamais reçu un franc d'un quelconque État, d'un quelconque privé, d'une quelconque organisation. Mais c'est une fierté. Quel regard portez-vous sur le leadership féminin au Sénégal et en Afrique? Elle triche. Elle connaît ma réponse. J'ai l'habitude de dire que nous avons échoué, nous les hommes. Et je le dis sans honte aucune. Nous avons échoué. Remettons le volant, confions le volant aux dames, aux femmes, à la jeunesse. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas à la recherche de voix, je ne suis candidat à rien du tout, je ne suis dans aucun parti politique. Mais je crois en cette force féminine. Et là, je vais le dire, secret de palais. À la veille de son départ, le président Wade nous a reçus avec quelques collègues ici présents, échange sur la sociologie, la philosophie. Et il nous a parlé de la parité. Il sortait d'une grande réunion de femmes.
Il me dit, celle que j'ai vue aujourd'hui, je plains mon successeur. La force qui est là, qui se présente, je plains qui viendra après moi. Voilà, c'est une force qui est là. Accompagnons-la, on y croit. Voilà. La toute dernière question. Avant d'ouvrir les questions-réponses, on va prendre 2 ou 3 personnes uniquement qui aimeraient poser une question. Alors, la pertinence à M. Diop. Alors, l'avant-dernière question, c'est une question qu'on pose souvent aux dames qui, comme moi, font plusieurs choses à la fois. M. Diop, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec vie familiale, vie professionnelle, vos voyages? On va entendre la voix d'un homme sur cette question. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? C'est dur, c'est dur. J'ai 3 filles. Je pense qu'elles ont été bien éduquées. Je me suis donné à fond pour elles. Et je me donne pour elles. Avant de dormir le soir, je m'endors avec Skype et WhatsApp. Je m'endors en mettant. Elles me parlent jusqu'à ce que je m'endorme. Ça va être hyper, c'est le papa. Aujourd'hui, donc je donne beaucoup, j'apporte beaucoup de temps à mes filles. J'ai une famille. La famille est quelque chose, la famille africaine, c'est quelque chose d'important pour moi. Là, je vais faire l'enfant encore. J'ai une patiente qui, tous les matins à 7h10, appelle pour voir si je me suis réveillé. Et j'ai 55 ans aujourd'hui. Tous les matins, elle vérifie, et ça depuis que le téléphone existe, en tout cas, à côté d'elle, pour savoir si. Donc la famille est quelque chose d'important. C'est quelque chose de fondamental pour moi. Je donne mon temps à ma famille au sens large, et entre Saint-Louis et Dakar. Mais là-dedans, le travail. J'en ai beaucoup parlé ces jours-ci à mes collègues. L'Assemblée ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Je ne sais faire qu'une chose. Je n'ai fait qu'une chose depuis 25 ans. Je me lève à 5h30. Je m'occupe de l'ISM. Je me couche à minuit et demi. Je me couche l'ISM. Je n'ai pas un taxi. Je n'ai jamais fait de commerce. Je n'ai pas d'action. Les actions sur laquelle j'entends parler, je ne sais même pas comment elles sont. Je ne fais qu'une chose, l'ISM, l'ISM, l'ISM. Je n'ai jamais mélangé cela à autre chose. Je ne sais pas faire autre chose. Je n'ai pas de village, je n'ai rien. C'est l'ISM, l'ISM, l'ISM. C'est ma vie. Alors rapidement, 1 ou 2 questions pertinentes à M. Diao. Je prends un élève du Britannique militaire qui se sont levés très tôt ce matin à 6h pour pouvoir nous rejoindre dans ces célébrations. Le Britannique militaire, un représentant rapidement pour poser. Alors vous savez, pour vous l'accompagnant, je ne sais pas depuis quand ces jeunes sont au Britannique, mais il y a quelques années, je suis passé à l'université Gaston Berger et on a envoyé des jeunes de terminale. Il y en a un qui était d'une forme de pertinence telle, pardon, Pascal, une forme de pertinence telle et qui s'appelle Emmanuel Turpin. Il était là, il bougeait beaucoup, on lui a offert une bourse. Il est venu faire ses études de droit avec nous et hier j'ai reçu un mail de Toulouse où on me dit qu'il est en stage dans un des plus grands tribunaux à Toulouse. On est très fiers de ce garçon. C'est un de vos produits, je l'ai fait au complémentaire. Mythe Petrovic Kayantengi. Mythe, on retient mythe. Oui, étudiant congolais à la faculté de sciences juridiques et politiques. Quand je vais axer ma question sur l'éducation, comment vraiment restaurer la tradition solide de l'éducation sénégalaise? Alors, je vais vous répondre. Vous avez parlé de tradition de l'éducation. Dans notre pays, d'abord, à la base, il y a un enseignement religieux dans les familles. Il y a un enseignement, soit catholique ou musulman, à la base, il y a un enseignement religieux qui a toujours été bien assuré. C'est une base. Dessus, il y a eu, dans notre pays, une volonté d'ouverture sur le monde, apprendre à connaître le monde. Ça aussi, c'est un œuf. Le Sénégal est un pays qui est ouvert au monde, et les Sénégalais, vous les trouvez partout au monde. Moi, je me sens à l'aise au Sénégal. En plus. Donc ça, je voudrais même plus partir, si possible. Donc nous n'avons pas, aujourd'hui, c'est parce que vous lisez beaucoup les journaux. Le système éducatif, il évolue comme le monde évolue. Les jeunes apprennent différemment. Est-ce qu'on va mettre l'accent sur les fautes d'orthographe? Le garçon qui fait 10 fautes d'orthographe par ligne, sur une ligne, c'est un mauvais celui-là, 10 sur un paragraphe. À côté de ça, peut-être en technologie, c'est une petite merveille. Et ils sont là, ce sont des petites merveilles. Ils ont beaucoup à apporter. Le système connaît une crise. Il y a une crise, mais il est là. Je le répète, c'est un des meilleurs du continent. Il faut juste
qu'on pousse un peu. Pousser un peu, des choses ont été faites. Je le dis, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur a un message. Il dit que le privé et le public sont d'égale dignité. C'est quelque chose qui n'était pas pensable il y a 20 ans. Il l'a fait. Je le dis, je ne suis pas un défenseur des politiques, mais quand les actes sont posés, il faut le dire. Et d'autres pays africains vont nous copier. C'est ça que la presse doit dire. Il se passe des choses ici, et les autres pays sont en train de copier ce qu'on fait. Il faut être fier de ce qu'on fait. Et je vous réponds à vous, le Sénégal est fier, ça tout du Congo vous dit là-dessus. Voilà, merci. Le Sénégalais peut parler pendant 2 heures sans donner un chiffre. On ne peut pas prendre de décisions sérieuses, on ne peut pas faire d'analyse sérieuse sans les chiffres. C'est pour cela qu'on a besoin d'une presse économique solide. Et je comprends que cette presse économique solide ne puisse pas se développer parce qu'on a rompu notre relation avec les chiffres. Par contre, on analyse, on passe notre temps à analyser, à disserter. Mais on ne peut pas faire une analyse sérieuse d'une situation sans avoir les données exactes. Et c'est en ce sens qu'on a besoin d'une bonne presse économique qui elle-même inculque à toute la jeunesse ces éléments, ces données, et l'aptitude à les analyser. On a besoin d'une presse économique. Mais vous avez du travail. Vous avez vu celle qu'on a aujourd'hui. Bonjour monsieur Léon. Bonjour. Je voudrais vous poser une question. Si vous avez un seul conseil à donner à la jeunesse, quel serait ce conseil? Ce serait prétentieux de ma part de vous donner des conseils, parce que les jeunes qui sont avec moi savent que j'apprends à leur côté. Je les invite toujours, et c'est moi qui leur pose des questions, ils m'apprennent beaucoup de choses. Et j'apprends auprès de mes enfants, c'est d'abord la première des leçons, l'humilité. C'est la leçon, c'est fondamental. L'humilité. Et c'est ce que je lis dans le comportement de l'État. L'humilité. À Mamédia, les gens peuvent vous en parler partout, mais le visage, ils ne connaissent pas. Je ne me croisais nulle part. Donc l'humilité, c'est fondamental. Savoir se mettre au niveau de son interlocuteur. Et par humilité, je fais le lien avec la relation au pouvoir sur notre continent. Moi, j'ai un problème. Je ne comprends pas la relation qu'on a au pouvoir, avec le pouvoir. Parce qu'on est nommé quelque part, mais lui, il faut un quota, il faut ceci, il faut cela. Je ne comprends pas. Pour quelle raison? Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, je ne suis pas très intelligent, mais je fais quelques calculs. Moi, un déplacement de chef d'État, je veux savoir combien d'écoles ça coûte. On va me dire que c'est bête comme raisonnement parce que j'ai besoin à chercher de l'argent. Eh bien non. Moi, il faut qu'on m'explique, qu'on me traduise ça en nombre d'écoles de dispensaires. Une sortie d'un chef d'État, qu'est-ce que ça coûte? Un expert UNESCO qui vient au Sénégal une semaine, combien d'écoles ont disparu? Un expert Banque mondiale qui vient étudier le système éducatif au Sénégal, quel argent on a gaspillé? Combien d'élèves derrière Sédou, où j'ai été, on aurait pu accompagner? J'ai vu l'instituteur dans le village à 17 km de Sédou, il dit tous les vendredis, je fais 17 km pour aller charger mon téléphone. Qu'est-ce que vous dépensez pas? Ce sont les questions que l'on doit se poser. Quand on fait un séminaire, Banque mondiale, USAID, etc., excusez-moi, combien d'écoles sommes-nous en train d'ensevelir? Combien de dispensaires sommes-nous en train d'ensevelir sous prétexte qu'on est en train de réfléchir à leur développement? Je ne suis pas intelligent, c'est trivial comme raisonnement. On dira que c'est un raisonnement d'enfant, mais je reste enfant pour ça. Notre relation au pouvoir, il faut y réfléchir tous. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a du pouvoir, je demande de m'expliquer quelle est cette maladie. Mes amis, quand ils sont nommés, je leur dis quand vous aurez terminé, on se retrouvera. J'ai des témoins, j'ai des amis, ils savent mon fonctionnement. Quand vous aurez terminé, vous reviendrez. Je le dis haut et fort. Un des cas qui m'a marqué, c'est un ministre de l'enseignement supérieur en Guinée. Mais d'une simplicité. Veille d'un remaniement, il porte son short, il me reçoit dans un 2 pièces d'enseignant, c'est la clé. Une 2 chevaux garés en bas et des 4 tables de fonctionnaire. Veille d'un remaniement. Les autres seraient déjà au fond de la Guinée. Je lui dis, grand frère, comment tu fais? Comment tu as fait pour résister? Il dit, tu ne peux même pas t'imaginer comme c'est dur, parce que ça commence le jour où tu es nommé, ton planton veut te porter ton cartable. Tu vas passer le cartable,
piqué par la maladie. C'était un vendredi. Le lundi, je me suis mis face à mon planton qui a l'habitude de prendre mon cartable. Je tirais chaque interaction. C'est pour vous dire, faites attention au pouvoir. Tant que le tapis rouge, tant que vous ne retiendrez pas que vous marchez dessus et qu'il n'est pas sur votre tête, vous n'aurez rien compris. Vous devez l'écraser, le tapis rouge. C'est important ça. Et c'est le mal de notre continent, la relation au pouvoir. Si la jeunesse a compris qu'il fallait être humble, a compris sa relation au pouvoir, ne pas aspirer, je les vois tout de suite, ils vont à l'université, on essaie de diriger une association pour devenir ministre délégué, ministre député, etc. Non, il y a d'autres voies. L'audace, le courage. Faites courageux. Je trouve qu'on a une population qui aujourd'hui a perdu son courage. Niani, mais oui, Niani. On n'ose pas, on n'ose plus, on n'ose pas sanctionner, on n'ose pas ronder, on n'ose pas se fâcher, on laisse passer. Ça, vous devez y remédier. Moi, j'ai échoué. Ma génération a échoué. Vous devez y remédier. Et enfin, le maître mot, ça, c'est mon inquiétude du moment, la curiosité. S'intéresser à tout. Je veux bien que vous ayez votre intérieur. Il se passe des choses pendant ce temps dans le monde. Lire. Le message à la jeunesse, c'est lisez, lisez. Quelqu'un qui n'a pas de culture ne peut pas avoir de vision pour son pays. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe à travers le monde ne peut pas avoir de vision pour son pays. C'est la base. Donc le seul mot à retenir ici, c'est la culture. Tout le reste, c'est un seul mot, on va dire essentiel, c'est des ressources humaines de qualité. C'est le maître mot. Une fois entendu parler du point E où se trouve l'ISM. Bougez pas.